Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la première étape du Tour de France Femmes 2025. On va revenir un petit peu ce qui s'est passé du côté de Plumelec pour cette étape qui est extrêmement courte, 78 km au programme. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé avec le résumé du jour, le bilan des Bleus, top flop comme d'habitude, et puis on regardera en fin de vidéo les différents classements, voir où les filles en sont après cette première étape, même si encore une fois c'est le débrief de la première étape et que là l'étape numéro 2 vient de se terminer au moment où j'enregistre, parce que voilà, j'ai pas pu enregistrer avant, tout simplement. Bon, on commence tout de suite avec cette journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également rajouter la petite cloche et cliquez rapidement sur les notifications, sur les miniatures, comme ça permet de mettre les vidéos en avant dans l'algorithme YouTube et forcément plus de gens peuvent voir les différents contenus sur la chaîne. Bon, on commence tout de suite avec cette première étape. Étape donc qui était extrêmement courte. On partait donc de Vannes pour aller à Plumelec, parcours de 78 km, à 3 reprises la côte de Cadoudal qu'il fallait prendre. Donc on avait un petit circuit autour de Plumelec. Dès le départ fictif, deux éléments. Premièrement, Marlène Reusser qui discute à la voiture, pas de problème mécanique du côté de la leader de la Movistar, qui discute à sa voiture, ce qui semble assez surprenant, mais quand on verra la suite de l'étape, on comprendra un petit peu mieux pourquoi elle discutait avec son directeur sportif à ce moment-là de l'étape. Deuxième élément, eh bien la chute dans le départ fictif, chute qui implique Koppenburg, Labous, Bianic ou encore Angeveld, du côté de ces 4 jeunes femmes qui tombent à terre et qui sont restées un petit peu longtemps. Alors que s'est-il passé? On était à environ 1 km 700, 1 km 800 de la fin de ce départ fictif, donc tout le monde était assez tendu, ça faisait déjà depuis 4-5 km qu'on venait de partir de Vannes, et puis tout le monde était un petit peu tendu derrière la voiture de Marion Rousse, la directrice du Tour de France, qui est enfin arrivée, parce que jusqu'à hier, jusqu'à la veille du départ du Tour de France Femmes, elle commentait pour la course masculine. Et c'est vrai que donc tout le monde est extrêmement serré derrière la voiture de la direction de course, surtout qu'on sait que c'est une étape courte, donc il faut éviter de se faire avoir par une petite cassure forcément, et puis il y a un peu d'appréhension, départ de la première étape du Tour de France, on sait que c'est toujours un petit peu plus tendu que sur certaines autres journées. Et là, un terre-plein central qui n'était pas indiqué aux concurrents de ce terre-plein central. Moi, c'est ça qui me gêne, c'est-à-dire que les premières filles, je pense, l'ont vu au dernier moment. Et plus on a défilé dans le peloton, et bien plus on a failli se le prendre, ce terre-plein central, jusqu'aux dernières qui se l'ont prise. Mais alors certains ont dit pourquoi elles ne l'ont pas indiqué les premières, mais pour l'indiquer, il aurait déjà fallu qu'elles l'aient vu. Moi je pense qu'elles avaient la tête derrière la voiture de la direction sportive et qu'elles l'ont vu au dernier moment, ce terre-plein central. Et de toute manière, le vrai souci, c'est un souci sécuritaire. Je pense que chez les garçons, il y aurait eu un signaleur. Là, il n'y avait pas de signaleur. Et voilà, avec un signaleur, le problème ne serait pas arrivé. Donc il manquait un signaleur à cet endroit-là du parcours. Et c'est quand même dommageable parce qu'on nous dit à chaque fois pour sécuriser les courses à l'avenir, il va falloir des courses en circuit. Là, le final, c'est un parcours en circuit. On avait en gros que 50 km à sécuriser, quoi, on va dire en linéaire. Quand c'est pas bien fait, c'est pas bien fait. On peut avoir des chutes parce que c'est pas bien fait. Un circuit peut être dangereux et un circuit peut être mal sécurisé. Là, on l'a vu avec ce départ d'étape. Donc, ce qui fait que ça a pris un petit peu de retard du côté des concurrentes. Juliette Labous, notamment, a dû changer de casque, qui devait avoir un petit choc dessus. Et donc, tout le monde
est parti à ce moment-là. On est à 76 km de l'arrivée, première accélération, première échappée de Rindbeck, de la Volker Wessel, qui va être suivie et rejoint par Laura Tomassi, les deux jeunes filles qui vont prendre une trentaine de secondes d'avance à 70 km de l'arrivée. À 56 km de la fin de cette étape, Tomassi est lâché. Et on arrive dans la côte de Bossegolo, qui était la première côte de la journée. C'est Rindbeck qui passe en tête devant la néerlandaise de la Rabobank, la néerlandaise de la Visma, Van Aert, qui prend la deuxième place, car je rappelle que sur les quatrièmes catégories, les deux premières marquent des points chez les filles. L'échappée est reprise à 46 km de l'arrivée. Problème mécanique pour Malcotti, juste après l'italienne qui avait fait un très bon tour d'Italie avec la Human Powered Earth. Et puis à 38 km de l'arrivée, alors que nous sommes dans le circuit, on vient de rentrer sur le circuit final, où on est en train de rentrer sur le circuit final. Chute de 4 jeunes filles. Nous avons Constance Valentin, Clémence Latigné, Perekitko et surtout Rosemane Gagnon, la grimpeuse de l'équipe Jayco, Liv Jayco chez les filles. 34 km de l'arrivée, eh bien Marlène Reusser est lâchée une première fois, mal positionnée. Alors déjà, sur cette première partie d'étape, donc comme je vous l'ai dit, elle parle à sa voiture, elle est à l'arrière. À ce moment-là, Nicolas G, qui je pense n'a pas bien fait son travail, qui n'a pas été du côté des stands des différentes formations, qui n'a pas été voir ses petits collègues, ne sait pas pourquoi Marlène Reusser ne va pas bien. Et puis donc Marlène Reusser est lâchée avec Van de Velde et Latimier qui était tombé quelques secondes avant. Alors Reusser va faire son retour dans le peloton. Et puis à 29 km de l'arrivée, une chute importante avec Maeva Skiban de la UAE, Liane Lippert du côté de la Movistar avec Bunel, Garcia également, Mavi Garcia est tombé, et Marlène Reusser qui tombe à ce moment-là, et surtout Lippert avec pas mal d'équipières à ce moment-là de la Movistar qui tombe au même moment. À 27 km de l'arrivée, alors qu'on est dans le premier passage du côté de la côte de Cadoudal, Vibus et Score sortent du peloton. Et c'est ce qui permet à Vibus de passer en tête du sprint intermédiaire à ce moment-là. Et c'est aussi là que la course s'arrête pour Marlène Reusser. À peine 50 km de parcouru sur ce Tour de France. La raison, eh bien, elle a eu une intoxication alimentaire jeudi. Et elle n'a pas récupéré de cette intoxication alimentaire. Et je peux vous le dire, ça met quelques temps pour récupérer d'une intoxication alimentaire. 20 km de l'arrivée, nous avons l'attaque de Francesca Barale, une petite échappée qui va durer 3 km. Et puis nous sommes de nouveau dans la côte de Cadoudal, qui est là le deuxième passage de la côte de Cadoudal, mais le seul passage qui compte pour le classement de la montagne. Du côté de cette montée, ça roule quand même à un bon petit tempo du côté du peloton. On ne veut pas se faire avoir. Et dans cette côte-là, eh bien, Élise Chabet passe en première position du côté de la FDJ Suez. Santesteban, pas Santesteban, pardon. On a une attaque à 12 km de l'arrivée. Je ne sais plus qui a attaqué c'est Castelline. C'est Castelline qui attaque à ce moment-là, à 12 km de l'arrivée. Et puis à 8 km 400, on avait déjà vu pas mal Francisca Cor, mais qui va également tenter sa chance. Nouvelles accélérations de Brody Chapman, Neuen, également Cor et Élise Chabet. Ces 4 filles-là qui vont rester devant pendant 400-500 mètres avant d'être prises par le peloton. Et ensuite, eh bien, la Visma va mettre en route pour Marianne Vos. Nous arrivons dans le final, dernière montée de Cadoudal. Nous sommes à 1 km 400 de l'arrivée. Pauline Ferrand-Prévot se retrouve seule en tête devant Marianne Vos. Elle décide de temposer, mais pas trop quand même non plus
pour éviter que la néerlandaise se fasse enfermer. Et puis à 750 mètres à peu près, eh bien, Pauline Ferrand-Prévot décide d'accélérer et Marianne Vos va faire la cassure. On pense à 250 mètres, 300 mètres de l'arrivée que Pauline Ferrand-Prévot a peut-être suffisamment d'avance, sauf que quand on regarde l'image d'hélicoptère, on voit que ça revient extrêmement fort de l'arrière, avec notamment Kim Lecourt et suivi dans sa roue par Marianne Vos. Kim Lecourt qui rejoint Pauline Ferrand-Prévot à environ 75 mètres de l'arrivée, et ensuite Marianne Vos qui va sauter sur la ligne. La concurrente de l'île Maurice, vainqueur du dernier Liège-Bastogne-Liège, et donc 258e victoire dans sa carrière de Marianne Vos devant Kim Lecourt et Pauline Ferrand-Prévot qui fait la bonne opération du jour avec cette 3e place, car il y a pas mal de cassures dans cette arrivée du côté de Cadoudal et du côté de Plumelec pour cette journée de compétition. La note de cette étape aujourd'hui, moi je note un 13 sur 20, c'est une note, voilà, c'est une journée correcte mais sans plus. En fait le problème c'est que c'était trop court, c'était quand même très court, 78 km pour réussir à faire un échappé. Alors, on a eu des tentatives, on a eu des attaques. Moi je trouve qu'autour de Cadoudal c'était assez intéressant à regarder, mais on savait très bien que ça serait quand même dur d'éviter une arrivée massive, encore une fois du fait du faible kilométrage de cette étape. Donc ouais, je dirais une journée intéressante. Voilà, du côté de cette étape, je mettrais voilà, un 13 sur 20. Voilà, pour cette journée du côté de cette première étape du Tour de France. Voilà, c'est encourageant, voilà, pour la suite de la course. Voilà, 13 sur 20, c'est les encouragements à l'école. Donc voilà, c'est encourageant pour la suite de ce Tour de France, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de filles qui ont envie de faire du spectacle, et ça, c'est toujours sympathique. Allez, on regarde tout de suite le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, on commence avec une qui a été en forme aujourd'hui, PFP Pauline Ferrand-Prévot. Bien en forme sur ce début de Tour de France. L'effort qu'elle a réalisé pendant 700 mètres, 750 mètres, déjà premièrement c'est ce qui a permis de faire des cassures. Donc au niveau du classement général de ce Tour de France, c'est plutôt une bonne nouvelle pour elle, parce que on a déjà perdu du monde. On a déjà perdu Longo Borghini, on a perdu Kopecky, on a aussi des filles qui ont pris des cassures. Je pense à Carbaol, je pense à une Juliette Labousse par exemple, qui ont pris déjà un petit peu de temps de retard. Donc ça, c'est forcément une bonne nouvelle du côté de Pauline Ferrand-Prévot. Mais en plus, sa leader a pu s'imposer grâce à cette belle action. C'est presque la journée parfaite, c'est vrai pour la Visma Leasebike, parce qu'on gagne sur tous les tableaux, et on le sait que c'est très compliqué de gagner sur tous les tableaux. À la fois, on a le maillot jaune et la victoire avec Marianne Vos, à la fois la belle performance de Pauline Ferrand-Prévot qui permet de prendre un petit peu d'avance au classement général par rapport à ses adversaires directs. Et puis elle a montré à tout le monde qu'il fallait compter sur elle, que les jambes étaient bonnes du côté de Pauline Ferrand-Prévot. Son accélération a fait mal. Je peux vous dire qu'Anna van der Breggen, qui était derrière, et pourtant qu'il l'a senti, Anna van der Breggen, même si elle n'était pas super bien placée, elle a tenté de suivre, elle n'a pas pu. Et puis derrière, c'est sûr que la cassure réalisée par Marianne Vos, c'était extrêmement bien joué. Mais oui, Pauline Ferrand-Prévot est en forme, Pauline Ferrand-Prévôt est motivée. Et Pauline Ferrand-Prévot, quand elle est en forme et qu'elle est motivée, ça devient une fille extrêmement dangereuse dans ce genre de situation. Donc elle vient de notifier à tout le monde qu'il faudra compter sur elle, et qu'elle va pas être facile à battre, Pauline Ferrand-Prévot, sur ce Tour de France. Donc les adversaires, comme on dit, sont prévenus. Il va falloir être en forme, et il va falloir surtout donner son maximum du côté pour pouvoir gagner ce Tour de France, parce qu'en moyenne montagne, on sait très bien que Pauline Ferrand-Prévot, elle sera là. La FDJ, plutôt une journée correcte du côté de la Française des Jeux. On avait une leader, c'est Demi Vollering pour le classement général. Elle est dans le bon paquet, Demi Vollering. Elle finit l'étape à la 5e place.
à 3 secondes, hein, elle se prend une petite cassure, mais qui n'est pas énorme, j'ai envie de dire pour le moment, du côté de Demi Vollering. On a vu un beau collectif, notamment encore une fois Elise Chabet en forme, avec une Evita Musique en forme, aussi du côté de la française, qui finit avec Chabet à 9 secondes, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, la moins bonne nouvelle, je dirais, du côté de cette formation, c'est plus du côté de Juliette Labousse, qui a été assez discrète. Bon, elle finit à 21 secondes, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas énormément vue, Juliette Labousse, et surtout, elle est tombée, Juliette Labousse, du côté du fictif, et si le casque a pris un coup, ça veut dire que le choc a quand même pas été si négligeable que ça, du côté de Juliette Labousse, et on sait que c'est quand même un élément important du côté du collectif de cette FDJ Suez, surtout pour être entouré d'Amy Vollering. Mais à la fois Evita Musique, à la fois Elise Chabet sont en forme. Alors Elise Chabet, on l'avait vu déjà sur le Tour de Suisse, mais c'est vrai qu'Evita Musique avait eu un début de Tour d'Italie compliqué. Elle avait plutôt bien fini le Tour d'Italie du côté de la française. Donc là, c'est plutôt intéressant pour l'équipe néerlandaise. Je rappelle, pour la néerlandaise, je rappelle encore une fois du côté du bilan des Bleus, soit les Françaises, soit les étrangères dans les équipes françaises, ce qui correspond au cas de Demi Vollering. Donc je dirais du côté de la FDJ Suez, si on devait faire un point, c'est plutôt correct. Voilà, du côté de cette étape, parce que, encore une fois, Vollering perd assez peu de temps, contrairement à d'autres filles qui se retrouvent extrêmement loin. Surtout, elle sait, Vollering, que peut-être l'adversaire numéro 1 en montagne n'est pas là. L'adversaire numéro 1, Marlène Reusser, a abandonné, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Van der Breggen, est un petit peu derrière Vollering, et puis Sarah Giganti également a perdu un petit peu de temps, mais on y reviendra du côté de Sarah Giganti, donc plutôt une belle journée du côté d'Amy Vollering, et puis avec une équipe, on a vu encore une fois la solidité collective autour de Vollering avec cette FDJ Suez. Cédrine Carbaol, plus moins aujourd'hui du côté de Cédrine Carbaol, la concurrente de l'AEF. Oui, elle perd un petit peu de temps. Voilà, Cédrine, elle finit dans le groupe à 9 secondes. Ça est, sur un terrain où je pense qu'elle était très motivée, Cédrine Carbaol. Pour départ en Bretagne, forcément aller de la région, on en a parlé lors de la présentation de la deuxième étape de Cédrine Carbaol. Donc forcément, il y a une belle motivation pour la française. Bon voilà, il y a eu une petite perte de temps de 9 secondes, pas forcément très bien placée dans le peloton. On avait du mal elle avait du mal à remonter, à manquer un peu de monde autour d'elle pour l'AEF. C'est vrai que ça aurait été bien d'avoir un peu plus de monde pour l'aider dans ce genre de situation, parce que Noémie Rueck finit à 1 minute et Faulkner à 4. C'est vrai que ça manquait un petit peu de monde, avec pourquoi pas une Borghesi également, qui aurait peut-être pu être un peu plus là pour aider Cédrine Carbaol à être bien positionnée, parce qu'elle est obligée de se replacer toute seule. Forcément, on consomme un petit peu d'énergie dans ce genre de situation. Elle peut quand même dire qu'elle a battu Daigert, Fisher Black ou encore Lorena Wiebes du côté des filles importantes de ce peloton. Du côté des autres formations, j'irai du côté de la Cofidis, on s'en sort bien avec Julie Bégaud, qui finit à une vingtaine de secondes. Elle a un peu explosé sur la fin, Julie Bégaud. Je rappelle qu'elle reste jeune, Julie Bégaud, elle a seulement 20 ans. Donc c'est vrai qu'elle a un peu explosé sur la fin de cette montée, Julie Bégaud, parce qu'elle était bien positionnée, là aussi un petit peu seule, comme Cédrine Carbaol, ça manquait un petit peu de monde. Voilà pour la Cofidis. Dommage également qu'on ait perdu, qu'on a eu la chute de Koppenburg de côté de cette formation. Et puis Didier Eriksson qui finit loin également, l'ancienne championne du monde. Mais voilà, une Julie Bégaud qui s'est montrée aux avant-postes. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle du côté de la française. Voilà, dommage qu'elle ait un peu explosé sur la fin, mais elle n'était pas aussi... elle a tenté de suivre Van der Breggen, et c'est peut-être là où elle s'est un petit peu cramé les ailes, Julie Bégaud. Par contre, mauvaise nouvelle, c'est pour l'Arkea. L'Arkea, Cavallard.
Cavalar qui a perdu déjà beaucoup de temps, 3 minutes 40 de lâcher pour Valentina Cavalar, la grimpeuse de cette formation. De toute façon, la meilleure fille du côté d'Arkea, c'est Lotte Claes. Donc voilà, dommage du côté de Valentina Cavalar qui perd déjà 3 minutes 40 du côté de l'Arkea. Et puis Ticia Rio qui, elle, a fini à 1,04. Là aussi, on a parlé, hein, elle fait partie des nombreuses coureuses bretonne du peloton. Mais c'est vrai que Cavalar, c'est dommage parce qu'on sait qu'elle a des grandes qualités en haute montagne. Elle est vraiment très solide dans ce registre-là. Mais le temps perdu sur ce début de course, eh bien forcément, c'est pas une bonne nouvelle pour l'Autrichienne parce que les chances de bon classement général vont un peu s'échapper. Parce que là, vraiment, ça fait pas mal de temps de perdu, voilà, pour Valentina Cavalar. Et pour la Wingspace, rapidement pour deux autres formations. Alors la Wingspace, meilleure fille Gontova. Voilà, alors dommage, Constance Valentin est tombée avec Perekitko également du côté de cette formation. Voilà, donc c'est Gontova qui finit 34e à 43 secondes. Et du côté de la Saint-Michel, c'est Émilie Morier qui finit quand même à 3,21. Donc pas forcément une bonne journée pour cette formation. Avec une Ségolène Thomas qui finit à 7,47 avec Alison Awal. Lucy Faitus également à quasiment 10 minutes. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à mieux. Voilà, du côté de la Saint-Michel, préférence Home Aubert 93. Pas une bonne journée pour la formation française. Allez, on regarde tout de suite les coureuses au top. Attaque de Marlou! Les coureuses au top sur cette première étape du Tour de France. On commence bien entendu avec Marianne Vos. Que dire de Marianne Vos? La légende, la reine du cyclisme féminin, la papesse du cyclisme féminin, Marianne Vos. 258e victoire en carrière, une carrière qui s'étend depuis quasiment 20 ans chez les professionnels. L'an prochain, ça fera 20 années chez les professionnels, parce qu'elle a commencé en 2006 à peu près chez les pros, parce que à l'époque, voilà, certaines formations avaient des statuts un peu semi-officiels, enfin c'était un petit peu compliqué. L'intelligence de course aujourd'hui, à la fois de Pauline Ferrand-Prévot, à la fois de Marianne Vos. Le cyclisme, c'est aussi une intelligence, c'est pas que bourriner sur des pédales. Certains l'oublient, et là les deux ont démontré une grande intelligence. Et une prise de décision rapide et de l'instinct. Ça c'est de l'instinct, c'est de l'improvisation aujourd'hui qu'elles nous ont fait. Ça c'était pas prévu au briefing ce matin, cette action-là. Le fait que Pauline Ferrand-Prévot parte et que derrière Marianne Vos fasse la cassure, c'était pas prévu au briefing ce matin, ça peut pas se prévoir à l'avance ce genre de choses. Mais elle a été efficace cette cassure. Et ça c'est de l'intelligence de course, et c'est de voir qu'on est à 750 mètres, elle peut déclencher. C'est aussi une grande connaissance entre les deux. Parce que t'as beau dire, mais Marianne Vos, elle a vu grandir Pauline Ferrand-Prévot, elle l'a vu arriver toute jeune, Pauline Ferrand-Prévot, dans le cyclisme. Elle l'a vu grandir quand elle, à un moment, quand Pauline a grandi, elle était dans une situation un peu compliquée où c'était entre deux périodes dans sa carrière, une période où elle dominait le cyclisme féminin et une période où elle va dominer les sprints, enfin où elle va être très forte sur les sprints. Et entre les deux, il y a eu vraiment une période un petit peu difficile dans sa carrière à Marianne Vos où elle gagnait beaucoup moins. Et du côté de Pauline Ferrand-Prévot, là aussi, il y a l'intelligence de temporiser à 700, pendant 700 mètres à peu près. On a temporisé, mais en gardant quand même un petit tempo pour pas se faire avoir. Et puis du côté de Marianne Vos, elle a l'intelligence aussi de ne pas se faire complètement avoir. C'est-à-dire qu'elle fait la cassure, sauf que dès que la cassure est partie, donc en gros dès qu'il y a 10 mètres, pour Pauline Ferrand-Prévot, tout de suite elle se remet en danseuse parce qu'elle sait que si elle s'arrête trop longtemps, derrière elle va se retrouver 15e dans le peloton. C'est ce qui lui permet en fait de se relancer très vite, et en gros quand le coup part et que les autres accélèrent, elle est en 3e, 4e position. Elle se retrouve à réaccélérer au même moment que Van der Breggen, en sachant que Van der Breggen en plus elle est obligée de faire tout un détour pour revenir dans la route Kim Lecourt. Et puis après c'était nickel pour elle, il y avait Kim Lecourt, Vibus était plus tout de suite dans la roue. Donc vraiment super victoire de la part de Marianne Vos. Et puis après, c'était nickel pour elle, il y avait Kim Lecourt, Vibus était plus tout de suite dans la roue. Donc vraiment super victoire de la part de Marianne Vos. Et puis après, c'était nickel pour elle, il y avait Kim Lecourt, Vibus était plus tout de suite dans la roue. Donc vraiment super victoire de la part de Marianne Vos.
de la néerlandaise. Et puis elle montre qu'elle a encore d'excellentes jambes, Marianne Vos, parce que moi je me disais aujourd'hui, sur cette étape-là, c'est pas forcément ce qui lui correspond le mieux, c'est Cadoudal. Bon, on sait qu'elle est forte sur les sprints en bosse, mais là, est-ce que ça va pas être un peu trop dur, un peu trop long, surtout du côté de Marianne Vos? Non, c'était pas trop long, elle a fait parfaitement le travail. Donc bravo, voilà, du côté de la néerlandaise qui a fait vraiment une très très belle étape. Bien entendu, Kim Lecourt. Quelle saison de Kim Lecourt. Elle gagne Liège. Et puis elle a démontré qu'aujourd'hui, dans ce registre-là de puncheuse, il n'y a pas grand monde qui lui arrive à la cheville, quoi. À part Pauline Ferrand-Prévot. En gros, il n'y a pas grand monde qui arrive sur les changements de rythme à être aussi percutante qu'elle. Dès que Pauline Ferrand-Prévot part, elle a pas attendu 10 secondes pour réagir, elle réagit tout de suite. Ensuite, le problème, c'est que c'était 750 mètres. Mais on voit sur le changement de rythme, vraiment, elle a été impressionnante. Kim Lecourt, et puis elle fait quand même une belle étape. C'est une belle performance de sa part. Je sais pas ce que ça vaut, Kim Lecourt, en haute montagne, pour la fin de ce Tour de France, avec la Madeleine et Jouplane dimanche. Mais ouais, non, c'est quand même du très très costaud ce qu'elle a réalisé. Et puis, on voit tout de suite une fille qui est en confiance aussi, et puis une équipe qui fait confiance à cette jeune fille-là. Kim Lecourt, je ne suis pas sûr qu'on lui aurait fait autant confiance il y a 1 an, il y a 2 ans, mais là on lui fait beaucoup plus confiance dans cette formation chez LG Insurance. Et puis il faut le dire, LG Insurance a fait un très beau Giro, donc c'est une équipe aussi qui est plutôt en forme, qui est plutôt dans des bonnes dispositions. Et puis après Kim Lecourt, depuis qu'elle a gagné Liège, donc c'est sûr que elle sait qu'elle peut battre les meilleurs, parce que la manière dont elle a gagné sur Liège, c'était vraiment très très bien de la part de Kim Lecourt. Mais là, encore une fois costaud, et sur une pente qui était peut-être pas si sévère que ça pour elle. Donc non, vraiment une belle performance de la part de Kim Lecourt, qui a fait du bon boulot. Et puis encore une fois, si ça fonctionne pour elle en haute montagne, ça sera également une fille dangereuse sur qui il faudra compter. Et puis avec une LG Insurance qui est peut-être moins costaud que sur le dernier Tour d'Italie, mais qui n'aura à aider qu'une leader. Donc ça, c'est quand même aussi un avantage du côté de cette formation, parce que sur le Tour d'Italie, on avait 3 filles qui étaient bien positionnées, et notamment on avait Urska Zigart qui était pas mal, notamment sur cette dernière épreuve. Donc là, c'est plutôt intéressant. Autre fille qui, je trouve, a fait une belle étape, c'est Nevia Doma. Oui, alors vous allez me dire, Nevia Doma 4ème sur une arrivée comme celle-là, est-ce que c'est si exceptionnel que ça? Bon, on connaît quand même le talent de Nevia Doma, oui, mais Nevia Doma, elle a quand même eu une année extrêmement difficile, une première partie de saison très compliquée du côté de Nevia Doma, abandon sur l'Estradé, 37ème du Het Nieuwsblad. Et c'est vrai que sur cette première partie de saison, ça a été très difficile. On la voyait assez peu même, il faut le dire. Nevia Doma, elle était très très discrète, alors que c'est une fille que l'on retrouve souvent aux avant-postes. Et puis déjà sur les Ardennaises, ça allait quand même un petit peu mieux, mais on sentait qu'il lui manquait des jours de course, il lui manquait un peu au moment des Ardennaises, parce que encore une fois il y avait eu des petites interruptions dans sa saison. Derrière, sur la Vuelta, elle redisparaît, notamment sur les étapes de montagne. Elle finit 11ème du général, mais elle revient un peu sur le Tour de Suisse. Alors elle finit 3ème sur le Tour de Suisse, oui, mais quand même assez loin de Reusser et de Vollering, et donc là de la voir aux avant-postes, ça fait plaisir, du côté de Katarzyna Niewiadoma, avec ce beau maillot de champion de Pologne pour la Canyon SRAM. Et puis elle aussi, toujours extrêmement bien entourée, parce que c'est vrai que la liste de départ de cette formation, c'est quand même pas mal du côté de la Canyon SRAM, avec notamment Bauer Fine, avec Cécile Uttrup-Ludwig qui est toujours là pour l'aider, Soraya Paladin également, et Bradbury, Dygert. C'est quand même une équipe de costauds, du côté de la Canyon SRAM, Zonda, Crypto, et là, une belle performance de la part de Nevia Doma. Et puis je termine avec Sarah Giganti. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu mets Sarah Giganti au top? Elle perd quand même une vingtaine de secondes aujourd'hui, c'est pas exceptionnel. Oui, mais on parle de Sarah Giganti, c'est-à-dire d'une fille qui ne s'est pas frottée. Or, pendant toute l'étape, on n'a jamais eu des routes extrêmement larges. On n'avait pas des grandes avenues,
sur cette étape du Tour de France. On traversait le Morbihan, on était sur des routes qui n'étaient pas toujours très larges. En plus, comme on était un petit peu tard le soir, enfin voilà, c'était pas toujours, en termes de visibilité, c'était parfois un petit peu sombre. Et Sarah Giganti, c'est pas la fille la plus à l'aise pour frotter, c'est pas la fille la plus à l'aise dans un peloton, et sur une étape comme celle-là où il fallait être bien placé, où par exemple l'entame de Cadoudal, on a eu une grosse chute, j'aurais pu me dire, bon, Giganti, elle va avoir du mal à bien se positionner, et elle finit qu'à 20 secondes, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour elle, et puis en plus, bon, avec la performance de sa coéquipière, ça va faire du bien, et Giganti, on sait sur le Tour d'Italie que c'est peut-être la meilleure grimpeuse aujourd'hui du peloton. Donc moins elle est loin, mieux c'est sur ces étapes un peu plus techniques, et surtout avec Kim Lecourt, elles peuvent faire une doublette. Pauline Ferrand-Prévot, si elle doit suivre Kim Lecourt, elle pourra peut-être pas suivre Giganti. Et si elle suit Giganti, elle pourrait ne pas pouvoir suivre Kim Lecourt. Donc avoir les deux, on va dire, assez proches en termes de chrono, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me disais, Giganti, elle va perdre du temps sur ce début de Tour de France avec ce départ en Bretagne. Quand en plus, il y avait Marion Hérault, qui était à l'arrière pour la moto sur France Télé, qui dit, il y a un moment elle essaye de frotter mais tu sens qu'elle n'est pas à l'aise et qu'elle est plutôt à l'arrière du groupe. Je me suis dit à Cadoudal elle va perdre beaucoup de temps, et bien non, elle a réussi à bien s'en sortir, donc bravo voilà à Sarah Giganti. Allez, on passe tout de suite au bonnet d'âne du jour. Les bonnets d'âne, la Movistar. J'ai rarement vu comme ça une équipe prendre autant l'eau sur une première étape. La meilleure est à 6 minutes, donc on peut plus jouer le général, on peut plus jouer grand chose. Du côté de la Movistar, on perd Marlène Reusser, qui en gros n'avait pas les jambes. Alors elle a essayé, Marlène Reusser. Après, ce qu'il fallait prendre le départ, quand tu sais que on n'est que sur des équipes de 7 et que tu vois bien que les jambes tournent pas bien. Alors je pense qu'elle s'est dit peut-être qu'après 2 jours de repos, peut-être que ça irait mieux, mais c'est vrai que cette intoxication alimentaire est vraiment arrivée au pire moment du côté de la concurrente de la Movistar. Et puis après, on a 2 chutes où vous avez des concurrents de la Movistar. La première où vous avez Haute-Bianic, la deuxième où vous avez la moitié de l'équipe qui se fait avoir, plus Yann Lippert à ce moment-là. Et vous passez complètement à côté de votre sujet, parce qu'on aurait pu dire, vous avez Reusser qui abandonne, mais vous avez toujours la possibilité d'avoir Yann Lippert qui a montré des très belles choses sur le dernier Tour d'Italie, là encore comme Giganti avec 2 victoires d'étape, en courant pas toujours bien, elle a pu réussir à faire des bons résultats. Donc on se dit, si on arrive à mieux la contrôler dans un rôle de leader, ça peut être pas mal. Mais parce qu'on a retrouvé enfin Yann Lippert, elle a eu une grosse période où elle avait un peu disparu des radars. Mais derrière, tout le monde est tombé, tu finis à 6 minutes. Alors on pourrait dire sur une course comme le Tour de France homme sur 3 semaines, 6 minutes, c'est vraiment pas top le premier jour, mais pourquoi pas, tu peux un peu te refaire la cerise à la longue. Là, sur 9 jours de course, je sais bien que le niveau est parfois un peu plus hétérogène du côté du cyclisme féminin, mais va pas falloir quand même s'attendre à des miracles pour la Movistar. Donc maintenant, il va falloir chasser les étapes. Sauf que on sait que dans le cyclisme féminin, les échappées, c'est pas vraiment la spécialité dans ce cyclisme-là. On a souvent du mal à avoir des échappées, on va dire, un peu au long cours, à part peut-être sur 1 ou 2 étapes. Et là, c'est pas une bonne nouvelle pour la Movistar qui perd sa leader ce soir dès la première étape, après une cinquantaine de kilomètres, et qui se retrouve donc seulement à 6 en plus. Forcément, ça a un gros désavantage, je dirais, encore plus que quand tu passes de 8 à 7 sur le Tour de France chez les garçons. Là, quand même de 7 à 6, c'est un vrai souci. Et puis, avec une équipe qui peut-être n'a pas le moral dans les chaussettes. Voilà. Si on n'a pas encore vu la deuxième étape. Du côté des bonnets d'âne, Longo Borghini, pas dans le coup. Alors c'est fou parce que elle est bien positionnée, Longo Borghini.
Du côté de la Movistar, on est déjà plus là, je dirais. Hein. Quand on est dans le dernier tour à Cadoudal, bon, la Movistar, elle est déjà passée complètement à côté. Par contre, Longo Borghini, elle est positionnée. Elle est positionnée, on va dire, dans la boule du peloton, à 1 km de l'arrivée à Cadoudal. Sauf que dès que ça a accéléré, elle est déjà à bloc. Alors elle se fait enfermer 2-3 fois, mais bon, en fait, elle était déjà à bloc à 1,5 km du sommet à Cadoudal. Et après, elle peut absolument pas changer de position. Elle n'arrive pas à accélérer, hein, tout simplement. Peut-être qu'elle n'a pas récupéré de son Tour d'Italie, de sa victoire sur le Tour d'Italie. C'est vrai que le temps entre la fin du Tour d'Italie, donc qui était il y a à peine 2 semaines, le Tour de France, ça laisse pas beaucoup de temps pour à la fois récupérer et peut-être aussi un petit peu célébrer cette victoire sur le Tour d'Italie, surtout avec ce maillot de championne de l'Italie. Donc c'est vrai que c'est pas forcément l'idéal. Voilà pour Longo Borghini, cet enchaînement de courses quand même assez rapproché. Et c'est vrai que c'est ce qu'on disait dans le tennis. Certains joueurs, voilà, dans le tennis, ont du mal à enchaîner après la victoire sur un tournoi, qui parfois se font éliminer au premier tour sur le tournoi suivant. Eh bien, c'est peut-être un petit peu ce qui s'est passé du côté d'Elisa Longo Borghini aujourd'hui. Oui, elle a gagné le tournoi précédent, mais là, elle a eu quand même beaucoup de mal à remettre la machine en route sur cette première étape. 1 minute de perdu du côté d'Elisa Longo Borghini. C'est vrai que c'est quand même pas l'idéal pour démarrer la course. Et puis, on faut noter également la chute de Maëva Skiban, qui on sait va être un élément important dans le collectif UAE Team ADQ. Et puis je termine avec Kopecky. On aurait pu se dire au bout de 2 semaines, les jambes vont aller mieux du côté de Lotte Kopecky, la championne du monde, qui c'est vrai a eu un Tour d'Italie extrêmement compliqué. Ce Tour d'Italie, elle n'avait pas les jambes, mais je me disais, bon, un peu comme Van der Breggen, qui n'était pas non plus si exceptionnel que ça sur le Tour d'Italie, on est en phase de progression, de préparation pour le Tour de France. En gros, on se sert du Tour d'Italie pour faire de l'entraînement et pour reprendre de la caisse pour le Tour de France. Bah non, parce que là, c'est quand même totalement une arrivée qui lui convient à Lotte Kopecky, comme ça, une arrivée en bosse, et elle est complètement transparente sur cette étape. Alors elle a fait un peu de travail d'équipière, c'était quand même assez léger, et puis de toute manière elle est déjà plus là quand on attaque le dernier passage à Cadoudal. Elle a déjà disparu, autant Longo Borghini elle était là mais elle n'a pas réussi à accélérer, autant Kopecky a déjà disparu, et c'est quand même bien dommageable sur une étape qui pouvait lui convenir, et ça commence à être quand même très inquiétant cette méforme de Kopecky, parce qu'on se dit combien de temps ça va tenir, combien de temps ça va durer. Parce que là, elle n'est vraiment pas à son niveau pour le moment, Lotte Kopecky. On sait que c'est une fille qui est capable de faire beaucoup mieux que cela. On regarde tout de suite les différents classements du côté de cette journée et de cette première étape sur le Tour de France. Donc vainqueur aujourd'hui, Marianne Vos devant Kim Lecourt. Pauline Ferrand-Prévot prend la 3e place, qui fait 4 secondes de bonification. Nevia Doma 4e, dans le même temps que Pauline Ferrand-Prévot. Vollering 5 devant Peters. Van der Breggen. Elin Jensen, également de la Volker Wessel. Ça, c'est pas mal pour l'équipe de 2e division. Et puis Rouy Ekers et Pfeiffer Gorgi qui complètent le top 10. Parmi les filles qui ont perdu un petit peu de temps, bon, Giganti qui finit à 21 secondes. Ce qui est pas trop mal. On a Castelline qui finit à 34 secondes. On a Marion Bunel également qui a perdu du temps. Cécile Ludwig aussi. Lisa Longo Borghini, donc comme on le disait, à 52 secondes. Sarah Van Damme également, la Canadienne, qui est avec Dilixin Miermont à 49 secondes. Zwinkels aussi à 34 secondes sur cette étape. Et puis bon, du côté de la Movistar, on finit bien plus loin. Imogen Wolf également du côté de la Visma à 1,30, mais qui a fait un gros travail. Cavallard, voilà, qui perd 3 minutes 40 aujourd'hui. Et puis pour voir la Movistar, il faut descendre encore un petit peu avec Liane Lippert à 6 minutes 44 et une équipe qui s'est complètement écroulée sur cette première étape avec l'abandon de Marlène Reusser. Du côté donc du général, c'est la même chose, hein. On a à peu près les mêmes écarts, à part que Marianne Vos a 4 secondes d'avance sur Kim Lecourt avec les bonifications. Pauline Ferrand-Prévot est 3e à 6 secondes.
Le maillot vert, donc Marianne Vos avec 39 points. Elle avait pris des points au sprint intermédiaire derrière Vibus, Kim Lecourt 3e devant Vollering et Anna van der Breggen. Le classement de la montagne, c'est Elise Chabet qui est en tête après cette première étape devant Rijbeek et Jensen. Le classement du maillot blanc, je rappelle donc les filles qui ont moins de 23 ans. C'est important de le signaler. Ça passe pour Cofidis avec Julie Bégaud devant Vinke et Ticia Rio. Et puis du côté du classement par équipe, eh bien c'est la FDJ Suez qui est en tête devant la Phoenix de Conan, Canyon, Liv et Team SD Works. Eh bien, j'espère que vous avez aimé le résumé de cette première étape. On va faire le débrief dans la foulée de la deuxième étape. Donc vous verrez les deux vidéos. Je pense qu'il y aura 2-3 heures d'écart entre les deux mises en ligne. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!